Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents pour cette conférence donc, sur les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, particulièrement avec les derniers événements de ces dernières semaines, avec l'assassinat de Qassem Soleimani, donc chef des gardiens de la révolution en Iran, et des événements qui se sont suivis, tensions en Irak, bombardement de l'ambassade américaine. On a cru presque, chez certains éditorialistes en Europe, d'une troisième guerre mondiale. On reviendra sur ces différents événements. C'est une conférence organisée par le mouvement Solidarité qui s'inscrit dans une perspective internationaliste, mais aussi antiraciste, écologiste, socialiste, anticapitaliste. Et cette conférence suit également une action qui a été portée par un certain nombre d'organisations à Genève, y compris Solidarité, de s'opposer s'opposer à l'intervention impérialiste des États-Unis, cet assassinat qu'on a dénoncé de justice du Far West, pas pour avoir une complaisance envers Qassem Soleimani qui était un criminel, qui a joué un rôle répressif, que ce soit en Iran ou dans les pays régionaux, on y reviendra, mais il constitue, comme on le verra, pas une avancée pour les peuples de la région, leur autodétermination ou leur émancipation, mais cette action est véritablement s'inscrit dans l'impérialisme états-unien. Et en même temps, dans cette manifestation qui avait commencé devant l'ambassade des États-Unis, on voulait également montrer pas simplement notre opposition aux États-Unis, mais notre opposition aux puissances régionales, quelle que soit leur rhétorique, dite anti-impérialiste du style de l'Iran. Et on avait fini la manifestation devant le consulat iranien en remettant le mot d'ordre qui était pas l'impérialisme occidental, pas l'autoritarisme des puissances régionales, mais solidarité avec les classes populaires dans la région, dans leur lutte pour leur libération et émancipation. Donc cette conférence s'inscrit dans cette suite d'actions, cette volonté de parler de ce sujet, de cette région, des luttes qui se déroulent, on y reviendra. Et j'ai le plaisir d'accueillir au sein de Solidarité le camarade Babakia, qui est membre de la Solidarité socialiste avec les travailleurs d'Iran et membre également du nouveau parti capitaliste en France. J'ai dit quoi? Capitaliste. Oh merde. Nouveau parti anticapitaliste, bien sûr, ça va de soi. Excusez-moi. Nouveau parti anticapitaliste, donc en France, je répète, hein, c'est bien entendu. Et contributeur que je vous invite à lire de nombreux articles, que ce soit dans le journal du NPA, avec le journal d'Après-Corps, ils sont disponibles sur le net, de nombreux articles sur l'Iran et la région qui sont toujours très intéressants à lire. Et vraiment, c'est pas la première fois qu'on l'invite. Le camarade Babakia, il est déjà venu à plusieurs reprises au sein de conférences de solidarité. À chaque fois, on retient un certain nombre d'informations, de choses très très pertinentes, très intéressantes. Donc vraiment, je veux le remercier d'être là de nouveau. Il était à Genève hier, maintenant il est avec nous à Lausanne. Il s'est déplacé, donc vraiment encore une fois, je te remercie d'être là. Et on fera environ chacun une vingtaine de minutes, puis après on aura un échange avec la salle, remarques, critiques et autres questions. Voilà, merci beaucoup encore d'être toutes et tous là. Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence et merci aux camarades de Solidarité et à Joe pour l'invitation. C'est avec un plaisir, un grand plaisir que je suis là parce que le type d'initiatives que vous prenez sont rares aujourd'hui et c'est important qu'on ait une discussion sur ce qui se passe au Moyen-Orient, mais en général sur les questions internationalistes. Je pense que c'est important qu'on s'en saisisse dans nos débats, nos analyses, dans nos interventions au quotidien. Donc je vais intervenir sur effectivement ce qui s'est passé suite à l'assassinat de Soleimani, mais aussi d'intégrer ça dans un contexte, le contexte de la République islamique, de ce qui se passe ces derniers mois en Iran, et qu'on ait une discussion autour des tensions régionales, mais aussi de la situation interne à la République islamique. Donc l'assassinat de Soleimani le 3 janvier dernier a été ordonné, comme vous le savez, par Donald Trump. Il a été assassiné à Bagdad par un drone. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à le qualifier comme acte de terrorisme d'État. C'est du terrorisme d'État. Et évidemment, mettez-vous à la place de nombreux Iraniens, mais pas que, des internationalistes que nous sommes. Si la République islamique avait assassiné un dirigeant étranger en visite officielle dans une contrée X ou Y, je pense qu'on aurait eu d'autres réactions dans les médias, d'autres réactions politiques en Occident. Et c'est important de pointer cette question-là. Les seuls titres ou interventions des éditorialistes, des ministres occidentaux
c'était de craindre une riposte iranienne qui viendrait enflammer le brasier du Moyen-Orient. Et c'était absolument pas de dénoncer l'agissement de Donald Trump, d'assassinat ciblé d'un dirigeant, même si je ne vais pas pleurer évidemment la mort de Soleimani, c'était un criminel, une crapule, ça là-dessus on va être tous d'accord, et comme Joe l'a expliqué, le responsable de l'écrasement de militants syriens et de la révolution syrienne, des mouvements populaires en Irak, mais aussi de la contestation en Iran. En tant que dirigeant de la force Al-Roth, évidemment, il avait une intervention régulière à l'extérieur des frontières iraniennes, mais les gardiens de la révolution sont la principale force de répression des contestations populaires en Iran. Donc à ce titre-là, évidemment, c'est un criminel. Donc on ne pleurera pas sa mort, mais on ne doit pas laisser passer sous silence l'acte criminel de Donald Trump. C'est un acte barbare, ni plus ni moins, il faut le qualifier pour ce qu'il est. Donc depuis son élection, Donald Trump a engagé ce qu'il appelle la politique de pression maximale sur la République islamique d'Iran. Ça s'est traduit d'abord par le retrait de l'accord sur le programme nucléaire iranien, le traité de Vienne, d'abord par le retrait de ce traité-là, les sanctions économiques imposées à la République islamique d'Iran, et puis on peut en passer toutes les tensions qu'on a eues dans le Golfe, entre les deux États, par force interposée ou en direct, de drones abattus, enfin bon, des choses comme ça que vous avez sans doute suivies. En tout cas, une politique de pression maximale pour limiter, de son point de vue, l'influence de la République islamique dans la région. Influence qui est montée en puissance ces dernières années grâce à l'impérialisme américain. Et il faut qu'on discute de ça, on discutera avec Joe aussi tout à l'heure sur les implications et la politique de l'impérialisme dans la région, mais grâce à l'impérialisme américain, pourquoi ? Depuis 1991, on a eu une succession d'interventions impérialistes dans la région. D'abord, vous vous souvenez sans doute, ou vous savez sans doute que l'Iran et l'Irak ont été en guerre pendant 8 ans durant les années 80. Début des années 90, Saddam Hussein décide d'envahir le Koweït, et suite à ça, première intervention américaine pour chasser les troupes irakiennes du Koweït, 1991. Avec une coalition internationale de briques et de broc quand même, mais intervention, et derrière embargo, qui a été responsable de la mort et de millions et de millions d'Irakiens, et on a toujours les séquelles de cet embargo-là. Donc ils ont réussi progressivement à débarrasser l'un des premiers ennemis, entre guillemets, régionaux de la République islamique d'Iran, qui était Saddam Hussein. Derrière, on a eu évidemment les attentats du 11 septembre et l'intervention en Afghanistan. Et là encore, ils ont réussi à débarrasser l'Afghanistan des talibans momentanément. On discutera aussi du retour des talibans aujourd'hui avec le soutien de l'impérialisme américain. Mais les talibans qui faisaient aussi figure d'ennemis de la République islamique. Et une partie de l'intervention contre les talibans et du maintien, entre guillemets, d'un certain ordre en Afghanistan s'est fait avec le soutien direct de la République islamique d'Iran, avec un accord tacite et direct entre les États-Unis et la République islamique. On a eu les interventions de 2003, l'invasion de l'Irak par les troupes anglo-américaines en Irak 2003, et la guerre contre le terrorisme, avec toutes les guillemets que vous voulez ou pas, contre Daesh, contre Al-Qaïda d'abord et contre Daesh ensuite. Et avec le soutien de la République islamique d'Iran, la mise en place d'une nouvelle gouvernance en Irak, on a débasisé les gouvernements irakiens, l'appareil d'État irakien, on a éliminé les sunnites de l'appareil d'État, et on a mis en place des pouvoirs qui étaient et alliés des États-Unis et alliés de la République islamique d'Iran. Pour beaucoup de ces dirigeants chiites irakiens, ils ont passé d'ailleurs les années 80 en Iran. Et donc, ils avaient des liens forts avec l'appareil d'État et les gardiens de la Révolution. Donc oui, ils ont aidé à la montée de l'influence de la République islamique d'Iran dans la région. Aujourd'hui, la monarchie, elle a une influence énorme, effectivement, en Irak, en Syrie, Joe en parlera, au Liban via le Hezbollah, et on a aussi une guerre qui est passée sous silence en Occident, une guerre atroce, qui est au Yémen, par force interposée entre l'Arabie Saoudite et puis la République islamique. Et là aussi, effectivement, il y a une influence iranienne importante. Alors, oui, Soleimani, c'était un criminel de guerre, mais c'était un criminel de guerre qui a été remplacé immédiatement par son second,
parce que ce que je disais hier soir, et c'est vrai, je le pense aujourd'hui encore, il n'y a pas de raison de changer d'avis d'un jour à l'autre, la République islamique d'Iran dispose d'un vaste réservoir de personnages sordides de ce type-là qui peuvent se remplacer les uns les autres, et ils les produisent à l'appel, il n'y a pas de problème. Donc il a été remplacé par son second immédiatement, et son second, il a les mêmes compétences, il a les mêmes réseaux, il a été son second depuis les années 90, et donc ils ont toujours les réseaux actifs dans la région, et on verra s'il y aura des ripostes asymétriques, parce que la seule riposte de la République islamique a été, vous le savez, le lancement de 22 missiles sur 2 camps militaires américains en Irak, 22 missiles qui ont fait, aujourd'hui on nous dit 50 blessés, 50 traumatisés crâniens. Donald Trump expliquait qu'au lendemain de lancement de missiles qu'il n'y avait pas eu de blessés. Là maintenant il reconnaît que certains ont mal à la tête et que le mal de tête n'est pas une blessure grave, c'est comme ça qu'il l'a exprimé. Donc des missiles lancés après avoir prévenu le gouvernement irakien de cette action, de cette riposte, et évidemment après que le commandement américain a été informé de l'imminence des attaques, d'où le peu de blessés et le peu de dégâts entre guillemets sur les troupes d'occupation américaines. Donc c'était une riposte symbolique, mais par contre la seule riposte et les seules victimes qu'on pourrait déplorer et qu'il faut déplorer, c'est ceux de l'avion de l'Ukraine Airlines qui a été abattu le soir même, et des 176 passagers qui sont morts suite aux tirs de missiles des forces antiaériennes de la République islamique d'Iran. Donc les 176 morts ont une importance au-delà du fait que 176 innocents dont leurs vies ont été détruites par cette action, dont je rappelle la source est l'assassinat de Soleimani, et donc l'impérialisme américain en porte une grande responsabilité. Mais cette action de la République islamique, destruction en vol de l'Ukraine Airlines, a une importance qu'il faut noter. Le pouvoir iranien a essayé, immédiatement après la mort de Soleimani, de souder la population au régime, en rappelant au régime la violence de l'impérialisme dans la région, et le fait qu'il était important aujourd'hui de dénoncer toutes les forces de contestation en interne, parce que les mobilisations à l'intérieur du pays sont pour le pouvoir des mobilisations de ceux qui sont financés soit par l'État d'Israël, soit par l'Arabie Saoudite, soit par l'impérialisme américain. Et donc ils ont essayé de monter un discours et à créer une atmosphère dans le pays de soutien au régime. Et on a eu par exemple les funérailles de Soleimani qui ont été organisées avec un cortège funéraire qui a traversé plusieurs villes iraniennes, des villes qui étaient les bastions de la contestation qu'on a eue au mois de novembre, des villes où la mobilisation a été la plus forte au mois de novembre. Et y compris, alors on y reviendra, mais cette contestation a démarré en province, y compris dans des villes très pieuses comme Mashhad, qui est un des lieux saints les plus importants du chiisme. Et donc le cortège funéraire a traversé les villes les plus mobilisées. Donc la destruction en vol de l'Ukraine Airlines est venue craqueler un peu la discussion sur il faut se souder au régime. Pourquoi ? Parce que d'abord, le régime a essayé de cacher pendant 3 jours le fait que l'avion avait été abattu par ses propres forces. Derrière cette affaire, quand les choses ont commencé à être établies, à apparaître au grand jour, quand les Ukrainiens ont demandé à ce que leurs experts viennent sur le territoire iranien pour enquêter, le général des gardiens de la Révolution en charge des forces aérospatiales est venu reconnaître à la télé qu'il en avait informé ses responsables le matin même de la destruction du vol. Et ces responsables sont ni plus ni moins le guide de la Révolution, puisque les gardiens de la Révolution ne rendent de compte qu'au guide directement ou au bureau du guide. Donc le sommet de l'État était informé dès les premières heures de cette tragédie. Et pendant 3 jours, le guide, le président Khamenei, donc le guide, le président de la République Rouhani, les dirigeants iraniens étaient informés du crime et de la destruction de cet avion et de la vie de 176 personnes. Et ces 176 personnes, beaucoup étaient évidemment vous le savez, des étudiants irano-canadiens. Et dans la jeunesse iranienne, il y a eu un émoi, des jeunes qui sont reconnus, des étudiants qui sont identifiés à ces passagers et qui ont engagé une contestation sur les universités, notamment à Téhéran. Contestation qui a été réprimée évidemment, mais qui est venue mettre à bas le discours un peu d'unité nationale proposé par Rouhani et par les dirigeants iraniens à cette époque-là.
Donc cette situation, elle révèle quoi? Elle révèle pour nous, quand on entend les slogans des Iraniens ou des jeunes Iraniens et des milieux populaires qui sont révoltés en novembre, les slogans, ils portent d'abord contre le guide, donc contre les fondamentaux de la République islamique. Et ça, c'est un élément quand même qui est nouveau depuis 2-3 ans, depuis 2017, j'allais dire, depuis la contestation de décembre 2017, janvier 2018. On a aujourd'hui des mobilisations qui s'en prennent directement au sommet du pouvoir. Pas à des actes de corruption individuels de tel ou tel dirigeant, mais vraiment aux fondamentaux et aux principaux dirigeants du régime. Et ça, c'est une des premières choses à noter. On a cette série de contestations qui s'enchaînent depuis quelques années, avec une montée de la radicalité dans les slogans, mais aussi dans les actes. Je vais parler un peu des mobilisations de novembre 2019. Elles ont éclaté suite à l'annonce par le gouvernement du triplement du prix de l'essence. Ça a été annoncé le 15 novembre 2019, et ça a mis le feu aux poudres immédiatement. On a eu des émeutes sanglantes dans le pays, avec, selon le gouvernement iranien, dans une centaine de villes, des actions et des mobilisations de la population. Une centaine de villes, grandes et moyennes, et essentiellement en province, je le disais, et dans les bastions, y compris du pouvoir, dans les villes les plus pauvres, dans les villes pieuses, dans les villes qui, en général, étaient plutôt, on va dire, du côté du régime, parce que le régime avait les moyens d'acheter la paix sociale et d'avoir une politique clientéliste envers cette partie de la population. Alors le bilan de ces mobilisations, qui ont, selon le pouvoir lui-même, mis dans la rue plus de 200 000 Iraniens. Quand le pouvoir dit 200 000, vous pouvez multiplier par 3, par 4, par ce que vous voulez. C'est des chiffres du gouvernement iranien. Donc le bilan de la répression, elle s'élève à 10 000 arrestations, plus de 600 blessés et près de 400 morts, dont 2 aujourd'hui qui sont décédés encore suite à des blessures. Donc le chiffre, il est encore évolutif, mais un bilan quand même très lourd. Et tout ça, évidemment, parce que le régime sent bien que sa base sociale est en train de lui échapper, et donc il est de plus en plus virulent dans sa répression, dans les formes de la répression. Et il faut noter quand même que, je disais, les slogans sont de plus en plus radicaux, les actes le sont aussi tout autant. On a aujourd'hui dans ce mouvement des incendies de banques, de supermarchés, de pompes à essence, de stations à essence, de stations d'essence, de bâtiments officiels, de mairies, mais aussi d'attaques de véhicules blindés des Bassidji et des gardiens de la Révolution. Et ça, c'est nouveau, d'attaques, c'est-à-dire qu'une partie de la population n'a plus rien à perdre vraiment et s'en prend de manière offensive aux forces de répression. Il faut un couragement, parce qu'on connaît le contexte répressif en Iran, et on voit bien que d'une répression à l'autre, il y a quand même une nouvelle génération, des gens qui prennent le relais et qui redescendent dans la rue de manière régulière. Alors, effectivement, le pouvoir a réussi à mater, encore une fois, dans le sang cette révolte populaire, mais la crise et l'ampleur de la crise est telle qu'on le sait, il y en aura d'autres, et on peut noter l'accélération du rythme avec lequel les mobilisations reviennent. On a aujourd'hui une misère galopante en fait en Iran, qui est le fruit évidemment des sanctions uniques de Trump et d'impérialisme américain, mais qui est aussi le résultat de la propre politique du gouvernement iranien. Et pendant des mois et des mois, le pouvoir iranien a essayé d'expliquer que les sanctions ne feraient rien, ne pèseraient sur rien. Et là, aujourd'hui, la population leur dit, en fait, si les sanctions ne devaient rien faire, votre politique, en tout cas, elle nous fait subir la misère et une dégradation de nos conditions de vie. Les sanctions, quand même, pour dire un mot, pour vous donner une idée de l'impact des sanctions. Juste pour prendre la question du pétrole, qui est le nerf de la guerre en Iran, puisque c'est un État rentier, quelque part, par beaucoup d'aspects. Avant les sanctions, la République islamique, et en 2018, encore il n'y a pas longtemps, la République islamique vendait 300 000 barils par jour. Aujourd'hui, ils en vendent 200 à 300 000 par jour. Donc la politique clientéliste qu'ils pouvaient avoir, la manne financière qu'ils pouvaient avoir à disposition pour acheter la paix sociale, elle se réduit considérablement. Et on a, pour donner des chiffres un peu du ministère de la Santé, par exemple, pour vous donner un état de la crise en Iran, 100 000 cas de suicide supplémentaires entre 2018 et 2019. Des taux de suicide qui s'élèvent à 75% de ceux qui sont suicidés, entre guillemets, chez les 15-34 ans. Donc ça vous donne une idée du désespoir de la jeunesse iranienne, d'une partie de la jeunesse qui n'accède plus au marché de l'emploi, qui n'accède plus à des conditions de vie à peu près décentes.
Et en même temps, on a en Iran le taux de suicide le plus important chez les femmes et chez les filles au Moyen-Orient. Voilà, c'est l'État où les femmes et les filles se suicident le plus. Et ça vous donne aussi une idée de l'oppression que subissent les femmes et les jeunes femmes en Iran depuis la révolution islamique, mais qui s'accroît avec la montée de la crise sociale. Sur le plan social, donc le bilan du régime est terrible. Et il est terrible aujourd'hui, depuis 2016, la monnaie iranienne a perdu 90% de sa valeur face au dollar. On a une inflation qui est une inflation du coût de la vie et de l'augmentation des prix pour les denrées de base, avec en même temps une politique de subventionnement des produits de base qui disparaît progressivement, et donc les plus pauvres sont impactés doublement par la situation. L'inflation annuelle est évaluée à 50%. Les salaires sont fixes et l'inflation annuelle à 50%. 40% des salariés aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté en Iran. On a près de 7 millions d'enfants qui travaillent, qui sont obligés de travailler dans le pays. Et dans les éléments de crise, on parle beaucoup, et à juste titre, en Europe et ailleurs dans le monde, du réchauffement climatique. On a vu les effets en Australie, mais on le connaît tous dans notre environnement. En Iran aussi, ça existe, le réchauffement climatique, mais on a aussi une politique catastrophique de la gestion de l'eau par le pouvoir, et notamment de construction de centaines de barrages pour dévier des cours d'eau, pour des raisons complètement clientélistes, pour alimenter des villages ou des villes de tel ou tel notable proche du pouvoir, en déviant le cours naturel des eaux, et des régions qui étaient fertiles, comme la plaine d'Ispahan par exemple, aujourd'hui sont de vastes déserts. Et on a, suite à ça, un exode massif des milieux ruraux, de la population rurale, avec des bidonvilles qui existaient déjà fortement en Iran, et à Téhéran notamment, mais qui s'accroissent, et qui s'accroissent en nombre de kilomètres, j'allais dire, mais aussi en nombre d'habitants. Et aujourd'hui, sur une population iranienne de 80 millions, 11 millions vivent dans ces bidonvilles. Donc on le voit bien, cette virulence de la crise, évidemment, elle va pas, on va dire, s'amenuiser dans les semaines et les mois à venir, malheureusement. Et ce n'est pas des opérations de com du régime qui vont empêcher la population de descendre dans la rue. Alors, cette contestation populaire qui a été très forte en décembre 2017, janvier 2018 et aussi en novembre 2019, elle ne disparaît pas entre deux mobilisations. On a des actions fortes régulièrement, on en entend parler parfois ici, des mobilisations des femmes, des étudiants, des syndicalistes iraniens qui subissent lourdement la répression aussi. Là encore aujourd'hui, les médias, pas du régime mais plutôt militants, annonçaient des peines de prison pour des syndicalistes enseignants à 41 années d'emprisonnement avec 223 coups de fouet et 3 millions de toumans d'amende. On a une répression féroce qui s'abat au jour le jour sur ceux qui luttent et sur ceux qui lèvent la tête. Mais cette contestation populaire, si elle prend pour cible la politique intérieure du régime, elle prend aussi pour cible aujourd'hui la politique extérieure du régime. Et on voit de plus en plus de slogans dénonçant les forces, la politique étrangère régionale de la République islamique, l'occupation de l'Irak, parce que l'Irak est sous une double occupation, l'une des États-Unis, l'autre de l'Iran, la politique iranienne en Syrie, notamment, et le financement de toutes les milices de la région, les milices chiites, ça part du Hezbollah libanais qui est financé depuis les années 80, depuis sa fondation, en passant par les Houthis proches de l'Iran au Yémen, les milices en Irak, les milices en Syrie, et j'en passe. Et donc il y a une dénonciation de cette politique-là, et de l'explosion aussi du budget militaire des gardiens de la Révolution, en partie, mais aussi du régime en général, puisqu'il y a une armée officielle à côté des gardiens de la Révolution. On a une explosion du budget militaire, mais ce n'est pas le seul État de la région dont le budget militaire explose. Vous le savez, l'Arabie Saoudite, les Émirats, par exemple, aujourd'hui, on achète des milliards et des milliards de dollars d'armement, ce qui fait le pain béni de Donald Trump et des États-Unis. Et c'est une des raisons pour laquelle je pense que les États-Unis ont intérêt à ce qu'il y ait un climat de tension dans la région de manière permanente, y compris avec l'Iran, pour pouvoir alimenter leur commerce avec les États du Golfe et maintenir un parapluie entre guillemets militaire sur la région pour soutenir leurs alliés. Donc cette course à l'armement dans la région, le régime l'explique par les menaces extérieures,
par les menaces régionales et par la présence états-unienne dans la région. Mais la population iranienne demande à ce que les sommes soient allouées à la crise interne, à la crise sociale et aux besoins élémentaires de la population. Pendant des années, le régime a pu justifier ses dépenses et sa politique en expliquant qu'il valait mieux mener la guerre à l'extérieur qu'avoir à la mener sur le territoire iranien. Donc il fallait la financer, l'alimenter en Syrie, en Irak, au Yémen, plutôt que de l'avoir en interne. Bon. Et le pouvoir s'appuyait sur la présence notamment que vous pouvez connaître des bases américaines dans la région, qui sont dans le Golfe, qui sont en Syrie, en Afghanistan, en Irak, enfin vous le savez, d'innombrables bases qui entourent quelque part le régime iranien aujourd'hui. Et c'est vrai, il y a ces bases-là, il y a une politique d'implantation durable de l'impérialisme américain dans la région. Et c'est vrai que quand on regarde le panorama régional, on a un nombre de pays dévastés par l'impérialisme américain qui interpelle, qui doit nous interpeller et qui doit nous questionner sur la manière dont on peut empêcher cela et comment on peut revenir en arrière et comment on peut les faire dégager de la région. Le panorama régional, quand vous voyez des pays dépecés comme l'Afghanistan, comme la Syrie, comme l'Irak aujourd'hui, et le Yémen évidemment. Donc on a ce climat régional et en même temps ce climat interne aujourd'hui. Et ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est l'intérêt des populations. Voilà, pas des États, pas de la République islamique d'Iran en tant qu'État, pas des États monarchiques du Golfe, de la population. Aujourd'hui, l'acte criminel de Trump, en éliminant Soleimani, il faut voir à qui ça a apporté bénéfice. Le premier bénéficiaire de cet acte, c'est l'aile la plus dure de la République islamique d'Iran. C'est l'aile des gardiens de la Révolution, du guide en premier lieu. On a des élections au Parlement dans quelques semaines, fin du mois de février, et ceux qui vont gagner, c'est les plus durs. Ceux qui répriment le plus violemment la contestation populaire en Iran. C'est ceux-là qui vont gagner les élections. Pourquoi ? Parce que ceux qui défendaient jusqu'à maintenant un compromis, entre guillemets, via l'accord de Vienne avec les puissances impérialistes, ont été battus quelque part par le retrait et en gros le fait que cet accord il est caduc aujourd'hui, par les sanctions qui sont imposées par Trump, par la politique de Trump. Donc ceux qui vont remporter les élections qui sont des élections factices en Iran, le pouvoir choisit ses candidats, un coup c'est les modérés de leur point de vue, et un coup c'est les conservateurs, pour nous c'est les mêmes, c'est évidemment les mêmes, mais quand même c'est dans la République islamique d'Iran, une partie de la population va voter, parce que derrière il y a les subsides sociaux qui tombent ou qui tombent pas. Et un électeur qui ne vote pas, il s'expose à ce qu'on lui retire les peu de subventions qui sont encore allouées sur l'accès aux produits de première nécessité. Donc ceux qui vont tirer bénéfice dans les mois à venir sont les plus durs du régime iranien. Et on verra, moi je pense, je l'ai toujours pensé, je peux me tromper, mais ça fait des années et des années que je le dis et que je le pense, il n'y aura pas de confrontation directe entre l'impérialisme américain et la République islamique. Ni les uns ni les autres ne le veulent. Le lendemain de lancement de missiles, Trump a expliqué qu'il ne s'était rien passé et il a fait baisser la tension. Et pour l'instant, les seules choses qu'on voit arriver, bon, c'est vrai qu'ils ont lancé 3 roquettes il n'y a pas longtemps sur l'ambassade américaine en Irak, mais c'est anecdotique et c'est pas direct, c'est des forces, on ne sait pas lesquelles d'ailleurs, qui le font, mais en tout cas c'est anecdotique comme action. Ceux qui aujourd'hui sortent renforcés, donc c'est les plus réactionnaires, des réactionnaires aussi dans la région, l'Arabie Saoudite évidemment, l'État d'Israël qui vient d'avoir un immense cadeau offert par Trump hier sur le nouveau plan de paix, vous l'avez vu, pour la Palestine, où on dit que maintenant c'est un archipel, c'est plus un bantoustan qu'on propose aux Palestiniens. C'est la négation des droits inaliénables du peuple palestinien à avoir un État. Et c'est la colonisation renforcée, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous comprenez évidemment l'idée. Ceux qui sortent renforcés, c'est les plus réactionnaires de la région. Et même si en Irak, on a une contestation populaire, et c'est source d'espoir, toutes ces contestations en Irak, en Iran, au Liban, ces contestations populaires, aujourd'hui, le premier effet de l'attaque contre Soleimani, l'assassinat de Soleimani, c'est tenter d'étouffer ces contestations-là, et les milices chiites irakiennes, Joe en parlera beaucoup mieux que moi, le pouvoir iranien, le Hezbollah au Liban, jouent ce rôle-là, et tout ça grâce à la bénédiction et à l'aide de l'impérialisme américain, qui finalement est le meilleur ennemi
de la République islamique d'Iran. Ils ne pouvaient pas les uns et les autres rêver de meilleurs ennemis. Donc nous, face à ça, nous les révolutionnaires, les anticapitalistes, les progressistes dans le monde et en Iran, on doit bien avoir en tête un élément. Pour les forces iraniennes, c'est un enjeu crucial, y compris dans les mobilisations qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu. On a des courants qui se réactivent régulièrement, qui reviennent un peu soit au devant de la scène, soit qui essayent d'influer sur le cours des événements en Iran et à l'étranger, sont les courants qui sont pour un compromis avec l'impérialisme américain. On a des courants, enfin les monarchistes, voilà, ils existent encore, ils sont encore financés, ils ont encore des réseaux. Vous pouvez les voir, il y a eu un rassemblement il n'y a pas longtemps à Paris, du même type que vous avez mené à Genève, sur voilà, un rassemblement en soutien à la contestation en Iran et contre l'attaque, contre l'assassinat de Soleimani, et en face des monarchistes avec les drapeaux de la monarchie iranienne, avec l'emblème, le lion et le sabre, qui étaient là qui n'étaient pas dans le même rassemblement. Ils n'étaient pas contre l'assassinat de Soleimani et l'intervention de l'impérialisme américain. On a les moudjahidines du peuple qui ont été certes chassés d'Irak par les États-Unis et l'Iran, pas simplement par le pouvoir irakien, par les États-Unis et l'Iran, qui se retrouvent aujourd'hui un peu plus en Europe centrale, ils ont leur camp aujourd'hui en Albanie, qui sont pas contre un renversement du régime iranien par l'impérialisme américain, et puis qu'ils espéreraient arriver dans les bagages de Trump. On a une partie potentielle du pouvoir iranien qui pourrait négocier un compromis pour se reconvertir en une autre forme, entre guillemets, de gouvernance de l'État iranien. Et donc, tous les courants qui défendent un compromis avec la République islamique d'Iran sont des courants réactionnaires. Il faut pas, avec l'impérialisme américain, sont des courants réactionnaires et qui vont étouffer ou qui vont tenter d'étouffer la contestation populaire. L'important, ce qu'on doit nous mettre en avant, c'est un positionnement indépendant de l'impérialisme, évidemment, et contre l'impérialisme, et demander à ce que ces troupes et les troupes étrangères dégagent du Golfe et de la région. C'est un positionnement lutte de classe, voilà, évidemment, contre la bourgeoisie iranienne, contre les gardiens de la Révolution, qui sont une entité militaro-économique et qui s'enrichissent depuis les années 80, et surtout depuis la fin de la guerre avec l'Irak. Ils ont bénéficié de toutes les politiques de privatisation du régime, parce que le régime iranien, c'est un régime capitaliste, libéral. Je l'ai dit hier soir, Ahmadinejad, qu'on faisait passer pour un populiste en Occident dans les années 2005, 2010, 2012, était célébré par le FMI comme le meilleur élève du FMI au Moyen-Orient. Et je le disais, il y a des concurrents solides dans le Golfe et au Moyen-Orient, et l'Iran de la République islamique d'Ahmadinejad, c'était le meilleur élève du FMI dans la région. Donc c'est un État libéral, vorace, avec tous les éléments de la corruption et de la captation des richesses par une bureaucratie militaro-économique via des circuits qui sont j'allais dire mafieux, mais on peut le dire comme ça. Il y a toujours eu une double légitimité en Iran depuis la révolution islamique, c'est la permanence du pouvoir via les guides, et puis les élections, entre guillemets, qui viennent changer le gouvernement et le président de la République. Et même le président de la République, quand il se retrouve comme Ahmadinejad, issu des Pasdaran, des gardiens de la Révolution, à un moment donné, il va s'opposer à ce pouvoir de la permanence du guide. Et Ahmadinejad, quand on le questionnait sur le marché noir, et pourquoi il y avait un tel marché noir en Iran, il expliquait, mais en fait, c'est mes frères trafiquants qui tiennent le premier port dans le Golfe. Et ces frères trafiquants, c'était les gardiens de la Révolution qui sont propriétaires du Golfe de Bandar Abbas, qui est le premier port sur le Golfe Persique en Iran. Donc on a un pouvoir militaro-économique puissant qui a des fondations depuis la chute du Shah et qui s'alimente via ces fondations, des fondations qui ne payent pas d'impôts, qui sont les plus grosses holdings du Moyen-Orient quasiment, et qui bénéficient à un clan réduit au pouvoir aujourd'hui en République islamique d'Iran. Donc nous, on a intérêt à construire effectivement, à soutenir ceux qui défendent une position en lutte de classe anti-impérialiste, évidemment laïque, parce que aujourd'hui vous parlez en Iran d'un autre pouvoir qu'un pouvoir laïque. Je pense qu'on pourra avoir des difficultés.
Voilà, mais oui, évidemment, et l'égalité pour toutes et tous, parce que l'oppression que subissent les femmes aujourd'hui dans ce pays et dans la région est juste inacceptable. Et je le dis sans polémique, sur la question de l'indépendance vis-à-vis de l'impérialisme, je pense que c'est une question cruciale, parce que Khomeini est arrivé au pouvoir par la force de la révolution, mais aussi parce que l'impérialisme avait intérêt à ce que la révolution n'aille pas trop loin, la révolution populaire, et qu'elle ne bascule pas sur une politique radicale anti-impérialiste et de gauche. Et donc la solution trouvée de compromis avec la bourgeoisie iranienne, c'était Khomeini. Aujourd'hui, on a eu une expérience malheureuse en Syrie, qui était l'illusion qu'on pouvait avoir un État kurde syrien qui allait se dégager au Rojava, donc sous parapluie américain. On le voit, alors on peut comprendre la complication de la situation qui pousse à faire des alliances tactiques, mais on voit bien que les retournements vont vite et qu'aujourd'hui, malheureusement, les Kurdes, qui sont quand même qui représentent des forces progressistes au Moyen-Orient, sont aujourd'hui abandonnés, avec toutes les guillemets qu'il faut, par l'impérialisme américain à leur sort, face à Erdogan et aux milices les plus, les plus barbares, les plus intégristes de la région. Donc il n'y a pas de compromis possible avec les puissances impérialistes, j'insiste là-dessus, parce que c'est à nous, en Occident, aussi de se battre pour que ces troupes-là puissent se dégager de la région. Et on a aussi une parole à porter ici, d'où l'importance des combats internationalistes qu'on doit mener en Suisse, en France et partout en Europe. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et encore pour l'invitation. Merci. Merci à toi, c'est toujours super intéressant. Moi, je vais poursuivre dans le même sens, disons, en faisant un retour historique, je pense, sur le contexte de l'impérialisme dans la région. Je pense que c'est extrêmement important pour comprendre les derniers événements qui se sont déroulés ces dernières semaines ou même ces dernières années. S'il y a une particularité de la région, c'est pas qu'elle soit arabe et ou musulmane, entre guillemets, comme ça a été très souvent présenté, un exceptionnalisme qui empêcherait cette région d'être démocratique ou d'aller vers l'avant, comme ça a été présenté par un certain nombre, que ce soit de thèses dites orientalistes, qui expliquaient qu'il n'y avait pas de démocratie ou de mouvement progressiste large à cause de l'ethnie ou de la religion des gens. Une des particularités, par contre, de cette région, c'est la question du pétrole, qui a eu des conséquences tragiques, j'ai envie de dire, sur la région depuis quasiment un siècle, depuis le début du XXe siècle. Avec la découverte des puits de pétrole dans les années 20 et 30 par les puissances occidentales et les compagnies pétrolières occidentales, il y a eu une volonté de s'y accaparer. Et en particulier les États-Unis. Et dès lors, depuis, les États-Unis ont joué un rôle considérable dans le destin de la région et dans l'accaparement de ses ressources naturelles. Il faut savoir que la possibilité d'avoir une consommation directe du pétrole et son contrôle et sa diffusion également, c'est plus simplement une question de consommation. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas le plus grand consommateur de pétrole du Moyen-Orient. C'est la Chine, mais c'est toujours les États-Unis qui contrôlent le robinet. Si demain ils veulent couper l'exportation de pétrole vers la Chine, c'est une possibilité à envisager, empêcher sa croissance, etc., par ces divers moyens. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le contrôle et la diffusion du pétrole restent fondamentales. Et, le camarade en a parlé auparavant, les tensions qui a eu lieu entre l'Iran et les États-Unis l'été passé, ce n'est pas pour rien que certains groupes au sein de l'Iran, très probablement les Pasdaran, les gardiens de la révolution, ont attaqué des pétroliers. C'était pour créer une instabilité au niveau régional en s'attaquant aux pétroliers. Parce que ça, vous attaquez, disons, les puissances occidentales, vous attaquez la question de la croissance au niveau international, économique et autres, et le marché en gros. Et donc le contrôle des ressources naturelles de type pétrole allait jouer un rôle très important, pas simplement dans la région, mais dans la détermination du destin du capitalisme de manière générale. Donc son contrôle reste jusqu'à aujourd'hui quelque chose de fondamental, et je pense que c'est la particularité principale de la région. Et dès lors, le contrôle de ces ressources naturelles, du pétrole, l'accaparement, il faut juste savoir les statistiques, c'est entre 1920 et milieu des années 60, le contrôle du pétrole dans la région est passé de 10% à peu près au début des années 20 à 60%
à la fin des années 60 par des compagnies pétrolières américaines. Donc vous voyez l'accaparement direct de ces puits pétroliers. Mais également, les États-Unis ont joué un rôle, et pas simplement les États-Unis, d'autres puissances occidentales, particulièrement l'Angleterre, la France, mais surtout les États-Unis ont joué un rôle très important dans la structuration et la construction d'États rentiers, et particulièrement des monarchies du Golfe. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on parle État rentier? Ça veut dire le revenu dépend essentiellement de la vente de pétrole. Ces accumulations de capitaux dépendent de la vente de pétrole et pas forcément de l'industrie, même la question des services ou de l'agriculture. Jusqu'à aujourd'hui, les revenus de l'Arabie Saoudite dépendent à 85% de la vente de pétrole. Dans ce cadre-là, cette construction et encouragement d'États rentiers, donc vous créez aussi une classe dirigeante particulière qui ne veut pas forcément encourager des économies productives. C'est aussi fait avec l'alliance qui était des États qui étaient réactionnaires, fondamentalistes religieux, alliance avec ces États contre les mouvements dits progressistes, les mouvements de gauche, les mouvements du nationalisme arabe, qui ont représenté dans les années 50 et 60, comme d'autres mouvements tiers-mondistes à travers le monde, des volontés progressistes, des volontés d'autonomie nationale, des volontés de redistribution de justice sociale. Alors imaginez si ces États des monarchies du Golfe, où il y avait une contestation, et c'est très souvent méconnu, il y a eu énormément de contestations ouvrières dans ces pays, il y a eu des mises en place de mouvements de gauche et autres, renversement de ces États monarchiques, et vous avez la richesse du pétrole qui aurait pu être redistribuée beaucoup plus largement au sein de ces populations, mais au sein de la région. Ça aurait changé encore une fois ce qu'on dit le destin en grande partie de la construction du capitalisme et des puissances occidentales. Donc, soutien à la construction particulièrement d'États rentiers, soutien de ces États contre des formes de tiers-mondisme, des formes de mouvements de gauche et autres, et alliance à travers ces États avec différents mouvements fondamentalistes religieux, et contre de nouveau ces forces progressistes de gauche, nationalistes arabes, etc. Alors, dans les monarchies du Golfe, ça s'est fait par une alliance, notamment avec les mouvements des frères musulmans. En Iran, c'est parti avec une partie des mollahs. Et d'ailleurs, jusque ce que racontait le camarade, dernièrement, il y a eu la révélation que durant les années 80, les services de secret britanniques, donc ça veut dire, durant la République islamique d'Iran, ont fourni toute une liste de dirigeants du parti Tudeh, parti communiste iranien, qui d'ailleurs a commis énormément d'erreurs, qui s'est allié, contrairement à une grande partie du reste de la gauche, avec Khomeini, contre la gauche d'ailleurs durant les premières années, ce qui ne l'a pas empêché de se faire réprimer très sévèrement par la République islamique d'Iran. Donc on peut voir qu'il y avait aussi une volonté de s'allier, que ce soit avec des États réactionnaires, des mouvements réactionnaires. Et ça a été encore plus loin que des mouvements fondamentalistes religieux. Leur pire forme, ça a été les mouvements de type djihadiste. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr Al-Qaïda dans les années 80 en Afghanistan contre l'expansionnisme, alors c'est vrai, soviétique en Afghanistan, etc., mais en place de soutenir la résistance la plus, on va dire, démocratique ou d'autres, ils ont soutenu de nouveau la pire forme de résistance à travers Al-Qaïda et d'autres. Et on peut dire aussi, j'y reviendrai par la suite, c'est que l'État islamique aujourd'hui n'a pas été créé directement par les États-Unis, comme on entend dans certains réseaux complotistes, etc. Mais par contre, les États-Unis ont créé les conditions pour sa création, notamment à travers l'invasion de l'Irak, son soutien à des États autoritaires et confessionnels. Et ça, c'est une réalité que je pense qu'on ne peut pas mettre de côté. Sans l'invasion de l'Irak en 2003, il y a peu de chances qu'on aurait vu l'établissement et le développement de l'État islamique. Donc ça, c'est des réalités à prendre en compte, l'impérialisme. Et d'ailleurs, l'impérialisme américain s'est appuyé sur diverses puissances dans la région pour jouer un peu les gendarmes de la région. Donc vous aviez l'État d'Israël, vous aviez la Turquie à l'époque, l'Arabie Saoudite et l'Iran. D'ailleurs, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, on en a parlé comme quoi c'était un super émir, le sultan d'Oman, qui est devenu une très belle destination touristique, est mort après 50 ans de règne. C'était l'Iran qui a sauvé la tête de cet émir dans les années 60. Il y avait une énorme révolution, on appelait la révolution de Dhofar à Oman, et c'est l'Iran du Shah qui était intervenu dans les années 60 pour sauver
cet émir qui a pu durer plus de 40 ans grâce à cette intervention contre une révolution qui était progressiste, communiste, avec des accents, on va dire, communistes, tiers-mondistes en tout cas, donc très intéressante. Donc il s'appuyait sur ces gendarmes pour également établir sa puissance dans la région et contre d'autres formes, comme je vous ai dit, de formes nationalistes arabes, tiers-mondisme, mouvement de gauche, etc. Et ça passait également, alors pas simplement par s'appuyant sur ces États, mais également par des coups d'État. Le plus connu, encore une fois, c'est l'Iran de Mossadegh, tentative de nationalisation du pétrole, qui va inspirer d'ailleurs toute la région. Ces premières politiques de nationalisation, ça va inspirer le reste de la région pour aller dans le même sens. Coup d'État, et on le fait tomber. Il y a aussi intervention directe. Donc c'était la dite politique de containment contre la dite expansionniste soviétique, la doctrine Eisenhower, ça veut dire on envoie des troupes américaines sur le terrain pour faire face à une contestation dite communiste ou une confrontation soviétique. En 1958, les États-Unis envoient des soldats états-uniens au Liban pour soutenir le président conservateur contre la volonté d'une majorité de grandes parties de la population et des mouvements de gauche et nationalisme arabe de s'inscrire dans l'union de la République arabe unie, qui était une union entre l'Égypte et la Syrie sous la domination de Abdel Nasser. Donc il y a eu différents moyens pour maintenir la domination américaine dans la région. Cela, c'est jusqu'aux années 90, ça s'est fait comme ça. Et en fait, les années 90, début 2000 jusqu'à l'invasion américaine, c'est le summum de la puissance américaine dans la région. Vous avez la fin de l'Union soviétique, qui n'était pas du tout une alternative progressiste, soyons clairs. C'est entre guillemets une bonne chose malgré des conséquences socio-économiques catastrophiques sur les populations dans les pays de l'URSS, mais l'URSS n'était pas du tout un Eldorado socialiste, etc. Bien au contraire, c'est un autoritarisme qui ne permettait pas l'émancipation des travailleurs et travailleuses. Mais la fin de l'URSS a permis le libre-champ aux États-Unis, et ça a été mentionné. Il y a ce qu'on appelle la Deuxième Guerre du Golfe, ou la première en 91, intervention en Irak, mais domination quasiment sans contestation de l'impérialisme américain dans la région. Et en fait, la première étape d'un changement qui va être régional, mais bientôt international, c'est l'échec de la guerre américaine en Irak après 2003. La guerre américano-britannique, l'invasion de l'Irak, c'est une défaite complète parce que l'Irak ne va pas devenir un pays à la solde des États-Unis. Au contraire, ça va plutôt tomber sur la domination iranienne à travers ses alliés, des milices fondamentalistes islamiques chiites qui sont arrivées dans les bagages des États-Unis. Ils ont soutenu cette invasion, tout en gardant ces gouvernements irakiens à partir de 2006, quand il y a eu les premières élections en Irak, aussi alliés avec les États-Unis. Il y avait une alliance avec les États-Unis et l'Iran. D'habitude, ces gouvernements irakiens étaient soutenus par les deux, mais avec une prédominance iranienne nette. Mais ce qui va se passer, c'est que cette occupation est un échec. Bien sûr, la première défaite, c'est pour la population irakienne, qui après 12 ans de sanctions terribles, parce que c'est des sanctions totales, ce pays, et d'ailleurs, Albright, qui était secrétaire d'État des Affaires étrangères américaines, avait dit plus de 500 000 enfants morts, c'est mérité si on veut arriver à nos objectifs, publiquement, ce n'est pas quelque chose de caché, sans parler du reste des victimes et du retard au niveau de ce qui s'était passé au niveau économique, social, irakien. C'est une destruction du tissu social irakien. Et depuis 2003, l'Irak n'a jamais connu la paix. Elle est en guerre quasi permanente. Et en grande partie à cause de l'occupation américano-britannique. Et qui, comme je l'ai dit, va donner essor plus tard à pire que Al-Qaïda, l'État islamique. Ça, c'est le premier changement qui va se passer et c'est le début du déclin de la puissance impérialiste américaine dans la région, mais dans le monde. Ça ne veut pas dire que la puissance américaine n'est pas la première puissance mondiale du monde. Elle reste la première puissance mondiale dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, mais il y a une faiblesse relative à ce moment-là. L'autre événement qui va de nouveau porter un coup à l'impérialisme américain, c'est la crise économique financière de 2008. De nouveau, coup très fort. Et le dernier coup, c'est les révolutions populaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, fin 2010, début 2011, qui va encore affaiblir la puissance américaine dans la région, faire tomber des alliés
des États-Unis, le plus connu étant Moubarak en Égypte. Et là, ces mouvements populaires vont remettre en cause un certain nombre de choses, sur la scène régionale notamment, et on va voir aussi, à partir du milieu des années 2000 et de la baisse de la puissance relative américaine, d'autres acteurs internationaux y jouaient un plus grand rôle, en particulier la Russie, et l'exemple le plus patent, c'est son intervention militaire meurtrière en Syrie depuis 2015 pour sauver le régime Assad, mais qui aussi se voit par son rapprochement avec des monarchies du Golfe. La Russie a signé un accord de partenariat stratégique avec les Émirats arabes unis en 2018, qui est un allié des États-Unis, son rôle actuellement en Libye, etc. Mais ce qui est aussi intéressant de voir, et je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit plus étudier à gauche, c'est que certains pays régionaux ne sont plus des simples clients de l'impérialisme américain. Et je vais parler de 4 pays en particulier, de quelques pays en particulier. Ces pays sont devenus des véritables centres d'accumulation de capitaux, avec une économie qui n'a cessé de s'étendre, en particulier depuis les années 90, pour certains avant avec l'Arabie Saoudite, mais vraiment les années 90, c'est des explosions. Leurs investissements étrangers dans la région a influencé les économies de la région pour pousser encore plus, avec l'assistance des fonds monétaires internationaux, des institutions monétaires internationales, à plus de néolibéralisme dans la région, plus de privatisation. Partout où vous allez un peu au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, les capitaux du Golfe sont présents à travers les banques, à travers les hôtels, à travers l'immobilier, les services, etc. Donc ça a une influence et a encouragé la privatisation dans ces sociétés. Et comme je l'ai dit, ces grands centres d'accumulation de capitaux vont gagner certaines formes d'autonomie politique. Donc on a parlé l'Iran à travers ses proxys. L'Iran étant un cas particulier à cause des sanctions, n'a pas pu connaître un même développement économique. S'il n'avait pas eu de sanctions, ça aurait peut-être un rôle similaire que la Turquie aujourd'hui, ou peut-être mieux au niveau économique de développement, mais a une certaine autonomie. Elle n'est pas sous, si vous voulez, la domination d'un autre État impérialiste. On ne peut pas dire que c'est domination russe. Aujourd'hui, elle a une politique étrangère autonome. Mais on peut même dire ça des alliés traditionnels des États-Unis. Et là, je sépare en 2 blocs. L'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, et même entre ces 2 acteurs, il y a des différences. Par exemple, au Yémen, le soutien différent. Mais ils se sont de plus en plus marqué une certaine autonomie par rapport aux États-Unis dans leur politique étrangère. Même la guerre au Yémen n'avait pas forcément l'accord au début initial de Barack Obama. Il y a le Congrès aux États-Unis qui a mené disons, qui ont levé un peu la voix pour dire que quand même, ils poussaient un peu le bouchon après quelques années, mais quand même. Et sur tout un certain nombre on pourra en parler plus tard, mais de plans régionaux, ils ont eu une politique de plus en plus autonome. Mais un autre cas qui est beaucoup plus patent à ce niveau-là, c'est la Turquie, qui est un membre de l'OTAN, qui est de plus en plus entré en contradiction avec les États-Unis, notamment, on a parlé, en attaquant le PYD, donc la branche sœur du PKK en Syrie, qui est un allié des États-Unis. Et vous avez plein d'autres cas. Vous avez dernièrement la question des ventes entre d'achat d'armement aux États-Unis et à la Russie, alors que les États-Unis refusent complètement. Et ça crée un certain nombre de soucis pour les États-Unis. Et la Turquie dispose aussi de plus en plus d'une politique autonome, de même avec sa relation avec la Russie. Et la Turquie, là, est dans un bloc avec le Qatar, qui est aussi, le Qatar dispose de la plus grande base américaine au Moyen-Orient, mais est rentré en contradiction avec un certain nombre de politiques américaines. Ce bloc soutient, en l'occurrence, le mouvement des frères musulmans dans différents pays. Vous avez ces 3 blocs qui, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils sont simplement sous le chapeau américain. Bon, l'Iran, c'était un cas particulier. L'Iran, Arabie Saoudite et Émirats arabes unis, même avec des différences, et Qatar et Turquie. Dans les 2 derniers blocs, qui sont soi-disant des alliés des États-Unis, il y a des différences entre les 2, ils se combattent, et ils ne sont pas simplement prennent des décisions de Washington et les exécutent. Il y a un certain nombre de choses différentes. Après, vous avez un autre acteur et client traditionnel de l'impérialisme américain dans la région, c'est Israël. L'état d'apartheid colonial, raciste,
d'Israël, mais qui ne peut pas jouer le même rôle dans la région que ces trois blocs, parce que c'est toujours un corps étranger, c'est une colonie de peuplement jusqu'à aujourd'hui. Et dès lors, elle ne peut pas intervenir de la même manière et construire des alliés de la même manière que ces trois blocs. Même si des choses commencent à changer, et que même avec le deal du siècle, le soi-disant deal du siècle de Trump, où les Palestiniens sont complètement absents et absentes, et c'est une continuation de la liquidation de la cause palestinienne, l'Arabie Saoudite n'est pas forcément contre, sans le soutenir, en tout cas ne s'y est pas opposé. Les Émirats Arabes Unis, par contre, étaient présents à Washington, et on dit, on encourage les efforts de paix de Trump, alors que c'est une complète liquidation. Eux, ils vont encore beaucoup plus loin, mais qui s'explique pour d'autres raisons aussi. L'Arabie Saoudite étant, il y a quand même une population locale beaucoup plus importante, disons, que les Émirats Arabes Unis, où il y a 80% de la population étrangère, etc. Il y a des moyens de contrôle beaucoup plus importants, je dirais. Mais on reviendra. Donc c'est ça, et ça c'est un élément qu'il ne faut pas négliger, de l'importance qu'a pris ces États régionaux sur la scène politique régionale et qui a encouragé, entre guillemets, l'instabilité, parce que vous avez différents intérêts et d'autres. Et dans ce cadre-là, ce qui est important de comprendre, donc, c'est que les États-Unis ne sont plus le dominant sans remettre en cause tout ce qu'il fait dans la région. C'est plus avant 2011. Et le fait que vous avez eu des contestations populaires a aussi remis en cause cela. Et dans ce cadre-là, à la suite de cet assassinat de Soleimani, comme on l'a dit, c'est un criminel, il ne faut pas le pleurer, mais qu'il faut quand même condamner la manière dont il a été assassiné. Ça n'a pas servi les contestations populaires dans la région, que ce soit en Iran, mais également en Irak ou au Liban. L'Iran a un rôle important, particulièrement en Irak. Au Liban, c'est plus particulier à travers la force du Hezbollah, qui a été créée et soutenue financièrement jusqu'à aujourd'hui par le guide suprême de la République islamique d'Iran directement, même pas par le budget iranien. En Irak, qu'est-ce qui s'est passé ? À la suite de cela, vous avez depuis octobre en fait un mouvement de contestation populaire en Irak très important qui remet en cause le système confessionnel en Irak. Ça veut dire quoi le système confessionnel en Irak ? Ça veut dire que toute position au sein du gouvernement ou du parlement ou même au sein des institutions est donnée en fonction de la confession ou de l'ethnie de quelqu'un. Et vous avez une grande partie du sud de l'Irak et de Bagdad, en majorité chiite, qui sont soulevés contre ces politiques confessionnelles et contre les politiques néolibérales. Ça veut dire fin des services. Il faut savoir, depuis 2011, il y a des contestations populaires qui sont élevées notamment contre le manque de démocratie, contre le confessionnalisme, mais aussi contre le manque de services, la privatisation de l'électricité, la privatisation de l'eau et énormément d'autres choses. À la suite de l'assassinat de Soleimani, il y a une partie des forces pro-iraniennes qui dominent le pays, qui ont utilisé cet assassinat pour dire il faut essayer de mettre fin à cette contestation populaire en le détournant, en disant on veut simplement le départ des États-Unis. On veut simplement le départ des États-Unis, sans parler la question du système politique confessionnel, du néolibéralisme, etc. Et ils ont appelé une marche qui a été certes importante, et une partie des forces qui étaient au sein du mouvement de contestation populaire, qui sont une force, on pourra revenir dans la discussion, mais qui sont un peu pro-iraniennes à son leadership, mais sa base était dans les contestations populaires. Son chef a dit retirez-vous, et il y a eu un consentement de toutes les forces pro-iraniennes pour réprimer les mouvements de contestation populaire, pour vider les places qui étaient occupées par les manifestants et les manifestantes. Ça n'a pas duré. Le jour d'après, ils sont revenus en masse. Et d'ailleurs, à la suite de l'assassinat de Soleimani, le slogan des manifestants et manifestantes, c'était ni États-Unis ni Iran, oui à un Irak indépendant. Et un autre message très important, c'était on ne veut pas que vous transformiez l'Irak par une guerre entre proxys. Et je rejoins ce qui a été dit par le camarade, on n'aura pas une guerre directe entre les États-Unis et l'Iran, mais les principales victimes seront les populations et surtout les mouvements de contestation populaire. Et donc, le mouvement continue, mais affaibli par ces tensions géopolitiques et par l'utilisation d'un nationalisme, que ce soit en Iran, en Irak, contre l'impérialisme américain. Au Liban, le Hezbollah a tenté de jouer là-dessus,
par ces tensions géopolitiques, il y a eu quelques appels, mais pas même niveau qu'en Irak pour dire départ des forces américaines d'Irak. Il y a eu des petits rassemblements, mais il y a aussi une volonté d'utiliser par Hezbollah et ses alliés ces tensions géopolitiques pour mettre au bas le mouvement de contestation populaire qui s'inscrit aussi très fortement avec l'Irak contre le système confessionnel et contre le néolibéralisme des élites politiques. Donc dans ces deux cas, on voit quand même une volonté d'essayer d'y mettre fin. Une chose très importante, c'est qu'il faut le départ des troupes américaines de la région. Juste pour rappel, il y a 60 000 soldats états-uniens dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, notamment pour contrôler la diffusion et la distribution du pétrole. Et aussi, depuis mai, il y a 14 000 soldats de plus pour faire face aux tensions, ou pour en fait monter les tensions avec l'Iran. C'est pas pour faire face, c'est pour monter les tensions avec l'Iran. Et le départ de ces troupes est une nécessité absolue. Ça, il faut le dire très clairement. Donc on est pour le départ des troupes états-uniennes, mais également on soutient avec les contestations populaires qui ne disent pas seulement non aux États-Unis, mais non aux puissances régionales autoritaires, très clairement. Et là, en conclusion, je dirais juste quelques petites choses. C'est que ce qui est intéressant de voir, c'est la leçon. 2019 a été un peu un retour des mouvements de contestation populaire. Fin 2018, on était un peu dans un creux. Et 2019, dans les premiers mois de 2019, c'est la chute de deux dictateurs. Bouteflika en Algérie et Omar el-Béchir au Soudan. Il faut juste savoir que ces deux personnes étaient quand même depuis 30 ans ou plus au pouvoir. Donc c'est pas rien quand même. À partir d'octobre, il y a les mouvements de contestation populaire très forts en Irak et au Liban. Et en Irak, ils font face quand même à une répression, ça a été dit par les milices fondamentalistes islamiques chiites, très dure. C'est une société très militarisée. Vous avez eu 500 victimes manifestantes, beaucoup de kidnappings, plus d'une centaine d'activistes. Et il faut juste savoir que la majorité des manifestants tués, c'est une balle dans la tête ou dans la poitrine. Donc ils ont été visés. Ce n'est pas chose par hasard. C'est des gens qui ont été visés directement. Donc ça a été une renaissance, entre guillemets, une continuation de ce qu'on a vu depuis 2011. Certains ont parlé d'une deuxième vague des soulèvements populaires. Moi, je parle plutôt de continuation des soulèvements populaires tels qu'ils existent. Et là, je pense qu'il y a une leçon à retenir du Soudan et de la Tunisie en partie. C'est les manifestations, et ce n'est pas une leçon simplement pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, c'est des questions qui se passent au niveau international. Si vous voyez avec le débat sur la question en France, sur les organisations, la question des Gilets jaunes, la leçon principale de retenir, c'est les mobilisations populaires qui sont allées le plus loin, c'est quand vous avez des organisations de masse organisées, importantes. Et au Soudan, en Tunisie, vous aviez deux piliers que j'ai toujours parlé depuis le début, très importants. C'est un mouvement ouvrier organisé. Au Soudan, ça passait par le rassemblement professionnel des Soudanais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les révolutionnaires sont en train d'apprendre de ces expériences. Au Liban, il y a une tentative de refaire ces rassemblements professionnels soudanais qui regroupent plein de différents métiers. Ingénieurs, architectes, docteurs, dentistes, d'autres secteurs, artistes, etc. Et des volontés également en Irak. Aussi des constitutions d'alternatives politiques par en bas. En Irak, je parlais avec une camarade de gauche qui vient d'Irak, volonté de mettre en place des conseils populaires de représentation de chaque place d'occupation, de chaque ville, etc. Et le deuxième pilier fondamental, en plus d'un mouvement ouvrier organisé, alors je parlais du Soudan, Rassemblement professionnel soudanais, mais c'est l'UJTT en Tunisie également, qui a joué un rôle très important depuis 2000. Les deux avec des limites. Vous avez des limites dans leur leadership, on peut les accuser parfois de réformisme, mais ils ont, particulièrement au Soudan, réussi, et aussi là il y a eu une répression terrible. Il faut savoir que dans certains jours, il y a eu des centaines de morts. Il y a eu des raids dans certains quartiers de milices armées, en s'attaquant particulièrement aux femmes, etc. Mais ils ont réussi à créer, particulièrement au Soudan, une situation de double pouvoir. Ce qui est une caractéristique principale d'une situation révolutionnaire et de remettre en cause, si vous voulez, la classe dirigeante. Et aujourd'hui, ils sont dans une forme d'accord au Soudan avec le régime militaire et qui n'a aucune garantie pour l'avenir. La seule garantie pour avoir une situation de double pouvoir de perdurer, c'est la continuation des mobilisations par en bas. Mais par leur force de mobilisation, par leur alternative politique, démocratique et progressiste qu'ils proposent, ils arrivent à créer cette situation. Et le deuxième pilier aussi présent au sein du Rassemblement professionnel soudanais et au Soudan plus généralement et en Tunisie, c'est un mouvement des femmes organisées.
Et ça, dans les deux cas, il joue un rôle moteur dans les mobilisations et pour faire face aux différentes forces de la contre-révolution, que ce soit les régimes autoritaires ou les mouvements fondamentalistes religieux qui sont à la fois opposés à des demandes de justice sociale, les deux sont néolibéraux profondément, et les deux sont opposés à toute avancée droit démocratique et émancipatrice des femmes dans la région. Et quand on a ces deux piliers, ça avance. Et quand vous avez des organisations de masse organisées, ben ça avance un peu plus que dans les autres. Et le vrai défi actuellement en Irak et au Liban qui font face en plus à ces tensions géopolitiques, c'est la structuration d'une alternative politique démocratique et progressiste. Et quand on a ces deux piliers, ben c'est plus facile concrètement. Je m'arrêterai là-dessus en disant, et c'est vraiment l'idée, la première manifestation organisée à Genève, la volonté d'inviter le camarade Baba qu'il y a aujourd'hui, c'est de dire non à l'impérialisme occidental et surtout, au-delà de compromis, c'est pas d'avoir d'illusions. On peut collaborer de manière tactique à un moment donné pour des raisons de sauvetage, mais on ne peut pas avoir de collaboration stratégique, d'espoir. L'impérialisme n'a aucun intérêt de voir l'émancipation et la libération des peuples de la région. Et ça, c'est malgré leur rivalité impériale, il y a aussi une dépendance. C'est qu'ils sont prêts à s'allier, puissance régionale et impérialisme international, dès que ça va trop loin dans la libération et l'émancipation des peuples, et pour les casser direct. Et il y a plein d'exemples à montrer. On parlait États-Unis et Iran, pendant de longues années, ils ont soutenu le gouvernement irakien, ils étaient alliés. En Afghanistan un peu au début, Russie et États-Unis en Syrie, il y a un certain nombre d'accords. L'autre chose, c'est de ne pas avoir d'illusions dans les puissances régionales, même si elles peuvent avoir une rhétorique dite anti-impérialiste. D'ailleurs, ce n'est pas une rhétorique anti-impérialiste de dire « mort aux États-Unis ». Sinon, Ben Laden est un des plus grands anti-impérialistes qu'on a connus parce qu'il a envoyé des avions se faire. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas du tout une vision anti-impérialiste. C'est une vision réactionnaire et profondément culturaliste en plus, essentialiste. Et dernièrement, c'est que la boussole des internationalistes doit rester, au-delà des luttes de blocs et autres, par en bas, au sein des mobilisations populaires. Donc voilà, merci à vous.